Donc bonsoir à toutes et à tous. Merci pour votre participation nombreuse une fois de plus. Ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Baptiste Audidier, qui est ingénieur chercheur à l'INRAE, qui est membre de l'unité Recherche Environnement, Territoire en Transition, Infrastructure et Société. Baptiste, je crois que vous êtes titulaire d'un doctorat en sciences de l'environnement et d'un DEA de géographie. Vos travaux traitent de la fabrique des découpages de l'espace et de leurs effets sociopolitiques. Voilà, et vos principaux objets de recherche sont des zonages et formes de territorialisation traversées par la question environnementale, massifs forestiers, espaces riverains des fleuves, voisinage des aires protégées. Ce soir, vous allez nous parler des mobilisations sociales en faveur des arbres, une affaire de citadins-citadines. Ce direct, je le rappelle, est en lien avec le MOOC Arbres, produits et coordonnées par UVED et dont la session 2 est en cours actuellement sur Fun. Et donc la session 2 court jusqu'à la fin donc, de l'année 31 décembre 2025. Voilà, donc écoutez, juste pour rappel, merci de bien vouloir couper vos micros si ce n'est pas encore fait. Et puis, Baptiste, à tout à l'heure pour le temps d'échange, les questions-réponses. Mais nous vous écoutons et voilà, à vous de jouer maintenant. Merci. Merci beaucoup. Je ne sais pas combien vous êtes, mais sans doute assez nombreux. Je suis très heureux de cette invitation et de partager avec vous. Alors, ce ne sont pas pour moi des recherches en cours, mais en regardant l'ensemble en fait des contributions en fait à ce MOOC Arbre. Quand j'avais échangé donc avec Vincent, ça m'avait semblé assez utile en fait d'essayer de vous offrir en fait un regard un petit peu transversal et sciences sociales sur les questions de mobilisation sociale en faveur des arbres. Alors moi, en ce moment, je travaille sur des questions qui sont plus des questions d'arbres en ville. Euh, le, Vous avez eu en principe des interventions là-dessus, hein, il me semble, dans ce module, notamment une intervention de Serge Muller sur la forêt urbaine. Les forêts urbaines, en fait, sont le sujet de beaucoup d'attention en fait en ce moment. Beaucoup de regards en fait se tournent là-dessus. Et effectivement donc des attentes, des mobilisations et des, on attend énormément de choses en fait de ces forêts-là. Et moi, je m'intéresse en fait avec une collègue, une jeune collègue politiste en fait qui s'appelle Lorna Javan, à ces formes de promotion en fait de ces forêts urbaines. Et avec notamment en fait ce qui nous intéresse de regarder en fait, c'est à quel point en fait les questions qui se posent en fait quand on est sur ces forêts urbaines en fait se répliquent ou non à l'extérieur et si elles sont si communes que ça en fait au reste du monde forestier. Et notamment en fait la question, les acteurs en fait de la foresterie urbaine se présentent souvent en fait comme des avant-gardes en fait sur la question du changement climatique, notamment parce que les questions, enfin, les conditions urbaines en fait sont plus difficiles. Et une des questions qu'on se pose avec ma collègue Dorna, c'est justement si ce statut d'avant-garde en fait est accepté en fait par les autres acteurs forestiers qui s'intéressent beaucoup à ce qui se passe en ville, notamment parce qu'il y a des financements. Bref, bon, ça c'est le genre de choses sur lequel je travaille moi en ce moment. Quand j'ai vu en fait l'ensemble des contributions à ce MOOC, j'ai constaté qu'il y avait quelques collègues en fait en sciences sociales en fait qui vous avaient fait des interventions, mais qu'il n'y en avait finalement pas tant que ça. Et considérant un peu voilà, le public que vous êtes, que je suppose, des gens venant de différents milieux en fait, qui s'intéressent en fait, à l'arbre, ça me semblait intéressant de faire quelque chose d'un petit peu transversal et d'ouvrir un petit peu le capot sur
ce qu'on pourrait qualifier de manière un peu rapide, en fait, de débat forestier en France. Et ce que je voudrais vous montrer, en fait, ce que sera le fil, en fait, de ma petite présentation, en fait, aujourd'hui, bah, ce sera voilà, l'idée, c'est de partir de cette image qui a été prise donc par un journaliste de France Bleu. Ça, c'était un événement, en fait, tout récent, en fait, c'était le 9 octobre. Dans un petit village en fait du sud Gironde en fait qui s'appelle Sauviac. Alors il se trouve que bon voilà, j'étais présent en fait à cet événement dans le public et ce que vous voyez là en fait, c'est un face à face, alors très médié par la gendarmerie nationale, hein. Enfin il y avait quasiment presque autant en fait de gendarmes mobiles en fait que de protagonistes en fait de tous côtés. Mais donc c'était donc un face-à-face entre des représentants en fait d'une ONG qui s'appelle Canopé, qui fait du plaidoyer en fait en matière forestière. Et donc vous voyez au fond là un bus qui porte son logo avec donc la mention Sauvons nos forêts. Et donc cette association en fait organisait un événement dans ce village-là. Et donc voilà, une forme de mobilisation sociale. Et bah, il y avait donc une forme de contre-manifestation qui s'était montée. Et donc vous voyez un monsieur avec un micro là, qui donc lit donc un discours. Et donc cette contre-manifestation, c'était les entrepreneurs de travaux forestiers de la région Nouvelle-Aquitaine. Alors, qu'est-ce qui se passait donc derrière cette scène? Pour l'organisation, enfin, pour l'ONG Canopé, qui donc je le rappelle fait des plaidoyers en fait en matière de forêt, cette date du 9 octobre en fait était le début d'une tournée avec donc leur bus. Et donc je vous montre une petite carte en fait de ce qu'était le parcours en fait qui était prévu pour ce bus. Heu et donc ça partait de Sauviac et l'objectif en fait était d'aller jusqu'à Bruxelles. Pourquoi Bruxelles? Parce qu'il y a, en ce moment en fait un règlement anti-déforestation qui est en négociation depuis 4 années en fait, qui est l'objet en fait de luttes assez âpres. Et dans le cadre en fait de ce règlement anti-déforestation, des ONG telles que Canopé, mais aussi d'autres en fait, tentent de pousser l'idée en fait qu'il faudrait arriver à imposer en fait des clauses miroirs sur les produits, enfin sur les importations de produits liées à des questions de déforestation. Et que donc, si on impose des choses, par exemple aux Brésiliens, sur la question du soja et la déforestation voilà, de l'Amazone, l'idée d'une clause miroir, c'est de prouver en face, c'est-à-dire au niveau de l'ensemble en fait de l'Europe, que les garde-fous existent tout aussi bien en matière de déforestation et de preuves en fait de gestion durable. Et donc c'est sur ce genre de, de mécanisme en fait qu'une ONG comme Canopé en fait veut exercer son action pour peser sur le débat forestier français, pour faire évoluer des formes de gestion qu'ils considèrent comme donc des dérives en fait de la filière. Donc ça, c'est pour Canopé. Ce qui se passe en face, donc là j'ai deux autres photos en fait des, de la contre-manifestation. Vous avez une banderole en fait qui dit les conséquences des méthodes des assauts extrémistes, c'est aussi ça. Et bon, on le voit en principe un petit peu en bas, un petit peu en bas à droite là. Vous avez la photo en fait d'une abatteuse en fait d'un engin forestier qui a été donc brûlé. Et le discours en fait qui est donc déroulé par le représentant des entrepreneurs de travaux forestiers de Nouvelle-Aquitaine, c'est de compter le nombre en fait des prédations en fait qui a pu exister en fait sur ces engins forestiers et
en faisant le lien, du coup, entre les méthodes de l'association et donc un climat de confrontation, voire d'attaque violente, en fait, sur ces machines, qui sont donc, qui seraient donc considérées comme le symbole d'une forme d'industrialisation, donc de la forêt. Et donc dans ce discours, en fait, donc voilà, c'est le représentant des ETF, hein, pas les entrepreneurs de travaux forestiers en fait qui parlent, mais il y a un nous un petit peu, un peu général en fait qui dit nous, les forestiers. Et effectivement, dans la foule en fait de contre-manifestants, enfin qui était donc une cinquantaine de personnes, il y avait effectivement d'autres représentants du monde forestier aquitain, quelques grands propriétaires et quelques représentants en fait des syndicats de propriétaires forestiers. Donc un nous des forestiers et une mécanisation qui cristallise en fait les oppositions, puisque donc les ETF sommaient donc cette association Canopée, entre guillemets, de faire le ménage dans ses rangs pour éviter donc des dérives, ce qu'ils considéraient comme des voilà, extrémistes et comme des attaques inacceptables en fait sur les entrepreneurs eux-mêmes et sur leurs machines. Alors tout ça rappelle un petit peu le on peut voir des parallèles en fait avec l'agriculture, hein, puisque, cette confrontation en fait entre acteurs, dans le cas de l'agriculture en fait, elle a un nom qui s'est enfin il y a un terme qui s'est pas mal en fait, imposé. En fait, c'est celui de l'agribashing, hein, le fait que enfin la repré la, mmh, la profession agricole, en fait, se considère comme injustement attaquée sur ses pratiques et avec l'idée, en fait, d'un déficit, en fait, de connaissance aussi de ces pratiques. Euh, donc, donc là, je vous fais une présentation donc en 2025. Vous savez que l'an dernier, en 2024, il y avait donc une grosse vague en fait de manifestations agricoles en fait, par rapport dans un contexte de crise, dans un contexte de mise en œuvre en fait du Green Deal européen et donc d'un paquet de mesures en fait considérées comme euh, inacceptables du coup par la profession hein, sur la question des normes environnementales, voilà, qui cristallisait le gros en fait des, euh, des revendications en fait des syndicats agricoles majoritaires. Et donc tout cela s'est donc matérialisé euh, en 2025 en fait par une loi qui porte le nom en fait d'un sénateur, hein, donc Laurent Duplomb, qui est par ailleurs donc un agriculteur, loi qui est encore en discussion, elle est passée, mais si vous avez suivi, vous savez qu'il y a eu une pétition qui a fait que donc, une partie donc, du contenu de la loi est encore en discussion à l'Assemblée en fait, en ce moment. Vous avez un portrait en fait, pendant l'été en fait de ce sénateur-là, Duplomb, et il y a un portrait qui est assez intéressant, assez fin, hein, voilà. Et voilà, il y a une phrase que j'ai voulu retenir en fait, qui me semblait intéressante en fait, c'est voilà, une manière en fait qu'a ce sénateur en fait Duplomb en fait de se défendre, c'est de dire voilà, je n'ai pas le son à recevoir de pimpins qui n'y connaissent rien et qui pensent que l'on peut vivre avec 1000 mètres carrés en permaculture. Euh, et je pense que cette phrase en fait dit beaucoup de choses, hein, puisque elle renvoie en fait à la question des connaissances, des connaissances du métier, et elle renvoie aussi quelque part d'une certaine manière en fait les citadins un peu dans leur 22 mètres, avec des modèles qui, selon lui en fait, sont marginaux et ne peuvent pas en fait être déployés, massifiés, qui on peut avoir donc avec la réalité de leur pratique. Euh, et donc, voilà ce que je voudrais vous raconter en fait sur la fin de mon intervention en fait, c'est et donc je demanderai à Vincent en fait de me couper quand je serai trop long parce que l'idée c'était qu'on ait un temps en fait de discussion. Voilà, c'est d'aller un petit peu sur ce terrain-là, quoi. Est-ce que se mobiliser en fait
pour les arbres, se mobiliser en fait pour les forêts, c'est être un pimpin ou est-ce qu'il y a ou est-ce que la configuration du débat forestier en fait en France est un petit peu différente? Et c'est ce que je voudrais un petit peu vous montrer sur les 25 minutes qui me restent. Donc je vais dérouler ça en trois directions. Hem Bah, d'abord, se mobiliser en fait pour quelle forêt? De quoi on parle? Je voudrais aussi expliquer en fait, donner quelques chiffres, quelques repères en fait sur ce qu'est la filière, ce que sont les forestiers. C'est quoi cette masse en fait, cette masse, de la profession forestière et est-elle si indifférenciée en fait que ça? Et puis, je dirais aussi un peu sur la question des machines puisque donc c'était le le sujet, de cristallisation. Alors, heu sur cette question voilà, des mobilisations et de la nature des forêts, je pense qu'il y a 2 termes et 2 concepts en fait qui me semblent intéressants en fait à rappeler. La notion de transition forestière et l'idée d'avoir un regard socio-écologique sur ce que sont les forêts. Les transitions forestières. C'est d'abord en fait une constatation empirique, qui a été faite dans les années 90 en fait par des chercheurs, allemands et ça, c'est représenté en fait parce que vous voyez sur la courbe, en U. C'est-à-dire que dans de nombreux pays, et dans de nombreuses, régions, le couvert forestier est passé par une phase de baisse assez forte et puis il y a eu un minimum qui a été atteint et puis, cette courbe du couvert forestier, a remonté, progressivement. Toute la question étant de savoir de quoi est faite cette courbe, du couvert forestier, qui remonte et si on regarde le détail, tel que, dans cette figure-là que vous avez là, et bien, on peut avoir des dynamiques, en fait, qui peuvent être, un petit peu différentes. Et donc, il y a un certain nombre de chercheurs, dont un collègue, qui s'appelle Christian Kohl, qui est basé à Lausanne, en fait, qui ont travaillé un peu sur ce concept de transition forestière. Si on regarde sur la France, on est vraiment sur l'exemple typique, d'une transition. Bah, d'ailleurs, enfin, les auteurs, Matter et Rudel, qui ont travaillé vraiment dans les années 90 là-dessus, se sont intéressés quasiment en premier, en fait, à la France, parce qu'effectivement, sur la France métropolitaine, on a atteint un minimum, forestier, dans les années 1830, 1840. Donc il y a du monde qui s'est intéressé à reconstituer cette trajectoire-là, mais surtout à montrer en fait de quoi était faite cette remontée du couvert forestier. Et il se trouve en fait que elle était faite de l'addition de plusieurs transitions régionales, faites soit de démarches qui pouvaient être très volontaristes, très centralisées, très liées par exemple au Second Empire, ou qui pouvaient être liées beaucoup plus accompagnées de manière indirecte des questions de déprise, par exemple. En tout cas, on est en France sur, une poursuite de cette courbe. Ce que je vous ai mis en haut à droite, c'est le mémento forêt là de l'IGN et donc les derniers chiffres sont encore dans une augmentation en fait, de cette surface, forestière et qui s'accompagne toujours d'une augmentation des volumes aussi, sur pied. Donc on serait tenté un petit peu de dire: «Mais en fait, bah, tout va bien puisque la forêt, se poursuit». Sauf que, bah, c'est aussi ce que je vous disais en fait sur la diapo, d'avant et c'est quelque chose qui a été regardé de très près en fait dans pas mal d'autres pays en fait dans lesquels, bah, des transitions forestières aussi ont été observées et notamment en fait ça a été beaucoup étudié en fait en Asie du Sud-Est parce qu'on a eu vraiment des retours de couverts forestiers très forts dans un certain nombre de pays, notamment en fait, au Vietnam, au Cambodge et cetera. Et bah, ce que les auteurs qui ont travaillé en fait sur ces transitions forestières nous disent, c'est que, bah, d'une certaine manière, enfin, c'est pas l'arbre qui cache la forêt, mais c'est la forêt qui cache, enfin le couvert forestier cache la forêt. Parce qu'en regardant les choses de manière très macro comme ça avec une courbe, en fait, bah, on peut, perdre un certain nombre de dynamiques qui sont importantes. Notamment le fait de se fixer sur
simplement la quantité en fait du couvert plutôt que sa composition. Le fait de ne pas comprendre en fait des diversités locales. Le fait de s'attendre à ce qu'il y ait forcément une courbe, alors que, enfin, une courbe en U, alors que bah, c'est pas toujours le cas. Le fait de ne pas prendre en compte les irréversibilités du système, c'est-à-dire qu'il y a enfin, il n'y a pas de retour en fait dans, enfin, même oui, il n'y a pas de retour en fait à l'initial. Il y a un, il y a un terme en fait qui est utilisé en fait par le géographe américain Paul Robbins par exemple quand il parle en fait de certaines approches en fait de conservation en fait. Il parle de sciences édéniques, c'est-à-dire des sciences qui considèrent en fait l'espèce de retour en fait à une baseline en fait qui serait bah, avant des impacts trop forts, mais qui est quelque part d'une certaine manière un petit peu introuvable. Et donc ces questions d'irréversibilité et ces questions d'une impossibilité de revenir en fait à un état en fait initial, voilà, elles sont très présentes. Euh, il y a donc autre souci, le fait de penser des catégories ou des concepts comme universels ou neutres. Bon, voilà, des visions de ce qu'est une forêt sont extrêmement contestées. Euh, le fait aussi de cacher en fait des, euh, des dynamiques en fait qui euh, peuvent être assez fortes aussi sur en fait des formes de zonage en fait et des formes des trajectoires en fait qui puissent être très contrastées. En France, par exemple, en fait, il y a tout un discours autour de la multifonctionnalité des forêts. Alors, bon, voilà, assurer une forme de fonction en fait aux écosystèmes forestiers dans un grand nombre de situations. Euh, ce modèle en fait de la multifonctionnalité, tout critiquable qu'il soit, est en tension forte avec des approches en fait qui poussent beaucoup pour un zonage plus fort et une spécialisation plus forte des espaces. Et ça porte un nom, ça en fait en anglais en fait ce débat-là en fait c'est l'idée de land sharing et de land sparing. Et bah, le fait qu'il y ait en fait enfin, donc les tenants en fait de cette spécialisation en fait plus grande en fait des forêts fait que ben, voilà, on peut avoir des trajectoires du coup locales qui puissent être très contrastées. Le fait je passe un petit peu sur les autres. L'avant-dernier point là, que vous avez en bas qui me semble important, c'est le fait de négliger en fait la question de la productivité comme une force importante en fait de ces évolutions-là. Je pense en fait que tous ces événements-là, euh, de, de la lecture en fait de ce que sont les transitions forestières, elles sont à l'œuvre dans ce qu'on peut lire en fait dans les, les grands débats en fait de stratégie en fait pour les forêts françaises et de ce qu'elles pourraient devenir en fait au futur, dans le futur. Euh, le, un travail en fait important qui a été mené par des géographes américains, notamment une équipe en fait autour d'une géographe qui s'appelle Becky Mansfield en fait qui est basée à l'université du Kentucky. Ça a été de développer un regard qu'ils appellent socio-écologique sur les forêts. Cette équipe-là en fait s'intéressait à des dynamiques autour des forêts dans les Appalaches. Donc, dans les Appalaches, c'est l'est des États-Unis. Ce sont des forêts feuillues qui ressemblent pour beaucoup en fait à ce qu'on peut trouver en fait en France, notamment sur le territoire métropolitain, et sur lequel on a aussi typiquement en fait une trajectoire de transition en fait forestière, un minimum, voilà, et puis donc beaucoup d'accrues et mais par contre, des formes de forêt et de manière de porter les forêts, d'avoir des attentes sur ces forêts, en fait, très contrastées. Et ce que dit Becky Mansfield avec ses collègues, hein, je vous traduis le petit rêve, c'est dit, voilà, il y a plein de formes de forêts qui sont à l'œuvre, qui sont pensées et qui sont favorisées par les différents acteurs. Mais toutes ces forêts, en fait, elles ne sont pas compatibles. Et d'une certaine manière, en fait, ça, quand on est dans cette situation où il y a plus de baseline, bah, il y a une prolifération
d'enjeux politiques, c'est-à-dire de la lutte sur quelles sont les formes de forêt qui vont s'imposer et au bénéfice de qui. Et donc voilà, il y a plusieurs formes de possibilités qui peuvent être déployées, mais elles ont des implications qui sont très différentes. Et donc, Becky Mansfield, dans un papier un peu plus tardif, en fait, elle précise sa pensée. Et donc, elle considère comme, bah, c'est quoi une forêt? C'est un package, en fait. Quand on étudie une forêt, on étudie en fait ce que sont toutes les formes d'arbitrage qui se font maintenant, mais qui sont faites aussi dans le passé, sur ce qu'on attend de ces forêts, sur ce qu'on espère et ce qu'on considère comme légitime pour ces espaces forestiers. Et derrière, donc c'est pas non seulement des options et des trajectoires qui peuvent être assez différentes, mais derrière, c'est aussi des acteurs. Et donc, c'est qui pense quoi et qui se considère comme légitime en fait pour décider de tout ça. Alors, quand je travaille en fait sur les forêts urbaines avec ma collègue, ben, voilà, c'est ce genre de. Nous, on considère les forêts urbaines avec tout ce package là. Mais d'une certaine manière, on peut le répliquer en fait à une lecture en fait du débat forestier actuel. Et tout ça nous donne du coup un, un paysage en fait qui est très, très touffu, d'autant plus que bah, les forêts, depuis une dizaine d'années, elles sont en France au sujet de l'attention d'un très grand nombre en fait, de personnes pour X raisons. Mais ça se manifeste donc par des formes aussi d'engagement, des formes de mobilisation qui sont extrêmement différentes. Là, je vous donne deux exemples qui sont pour moi assez extrêmes de formes de mobilisation pour l'arbre. Ce que vous pouvez voir en fait à gauche, c'est une photo de Thomas Braille, qui est donc un arboriste grimpeur, et qui lui, en fait, s'est attaché à des arbres et a créé, pour s'opposer, alors donc le motif pour lui, en fait, c'était de s'attacher à des arbres d'alignement qui allaient être abattus dans un cadre de projet d'aménagement. Euh, donc, il a monté sa structure, hein, qui est donc une petite association qui s'appelle le Groupe national de surveillance des arbres. Donc là, on est vraiment sur un mode de mobilisation et sur un enjeu qui est très particulier, hein. Donc, voilà, on est vraiment sur l'arbre. Et puis, ce que je vous ai mis à droite, là, c'est un exemple qui me semble tout à fait différent. C'est un auteur, en fait, qui a écrit sous pseudonyme, en fait, sous le pseudonyme de Jean-Baptiste Vidalou, et qui a publié un essai, en fait, en 2017, pour un auteur comme donc, Vidalou. Euh, bah, les forêts, en fait, c'est une vision en fait de la forêt comme un support de lutte sociale qui sont plus larges, quoi. Donc, ce que vous voyez le titre là, c'est Être forêt, donc habiter des territoires en lutte. Donc, alors pour cet auteur-là, en fait, ça part d'une mobilisation qui était celle euh, d'un d'un projet énergie en fait à Gardanne. Mais quand on voit son propos et quand on voit ses proximités, en fait, la forêt n'est pas un prétexte, mais on est sur une vision politique qui aurait pu se focaliser en fait sur d'autres objets. Donc voilà, deux exemples qui me semblent assez euh, extrêmes. Et ben, au milieu, en fait, on a un vaste continuum en fait de cadrage, d'options politiques en fait pour les forêts, puis de ce que j'appelle, enfin, de ce qu'on appelle en sciences sociales aussi des répertoires d'action collective, c'est-à-dire des manières en fait euh, qui finalement ne sont pas, qui sont en nombre limité en fait, de pouvoir construire des formes d'action collective. Donc par exemple, bah, ce que fait Thomas Braille, s'enchaîner à un arbre, etc. Bon, bah, ça c'est un répertoire d'action collective en fait qui est très spécifique. Voilà. Bon, mais dans ce vaste continuum, bah, voilà, il y a un certain nombre d'acteurs qui se positionnent. Et typiquement, bah, pour des ONG en fait, de plaidoyer comme Canopé, on est sur une vision qui est beaucoup plus spécifique, puisqu'il s'agit de se positionner sur le débat forestier. Alors, j'en viens donc à la forêt. Je vois que je pense que je vais être extrêmement long, donc il faudra vraiment me stopper voilà, quand, quand Nous, j'arriverai, je pense, nous y au bout de veillerons, Baptiste, nous y voilà. veillerons.
Ah, Oui, donc oui. rebonjour En fait, Vincent. il faut juste Voilà, un petit peu accélérer pour chacune des diapos, d'accord? Ouais, voilà. ouais. Le, je pense qu'il faut, voilà, il faut que je vous raconte quand même un certain nombre que je vous donne un certain nombre de cadrages en fait sur ce qu'est la propriété, ce qu'est la forêt et ce que sont les forestiers. Euh, ben, là où il y a un parallèle en fait qui marche assez peu avec l'agriculture, c'est que en forêt, c'est d'abord la propriété en fait qui a une influence puisque il y a un décalage qui est assez souvent net en fait entre les propriétaires et les donneurs d'ordre, et puis ceux qui travaillent en forêt. La forêt, en fait, en France métropolitaine, elle est majoritairement privée, et donc elle est aux trois quarts en fait privée. Et sur la forêt publique, en fait, on est sur des forêts qui appartiennent un peu à l'État et beaucoup aux communes. Deux forêts communales pour une forêt publique, étatique, en fait, qu'on appelle une forêt domaniale. Sur le privé, on est sur un éclatement très fort de cette propriété. Il y a plus de 3 millions de propriétaires, mais plus de 2 millions d'entre eux, en fait, possèdent moins de 1 hectare. Et en revers de ça aussi, il y a une part très faible en fait, des propriétaires qui concentrent 80% de la forêt privée. Euh, et donc, vous avez un peu plus de 50 000 d'entre eux qui assurent, enfin, qui fournissent trois quarts de la récolte. Il y a des questions de représentation qui se posent pour les petits propriétaires, mais il y a un discours assez général sur le fait que cette cette petite propriété est insuffisamment active. Or, ce n'est pas forcément le cas, donc c'est des choses sur lesquelles on pourra revenir après au moment des questions. Là, il y a un éclat, il y a la manière dont la filière en fait se présente en fait est assez touffu, on va dire. On a un très grand nombre en fait d'acteurs. Le donc ça, c'est une copie d'écran que je vous ai faite en fait du site France Forêt Bois, qui est celui de l'interprofession nationale. Et donc, vous avez plusieurs lignes là. Vous avez les acteurs en fait qui sont ceux de la sylviculture et de la production forestière. Puis en dessous, les acteurs de l'exploitation et de la transformation du bois. Puis après, d'autres acteurs qui sont un petit peu un statut un peu moins clair en fait, qui sont considérés comme donc des, euh, des partenaires. Je vous fais donc très vite ceux qui sont en haut. Donc les communes forestières et l'Office national et l'Office national des forêts. Là, on est sur la forêt publique. France Sylva, c'est le syndicat des propriétaires forestiers. Euh, et ensuite, vous avez une gestion euh, qui est très très souvent déléguée à des professionnels. Donc, soit souvent, c'est des individuels en fait qui sont regroupés en fait parmi les experts forestiers de France. Mais vous avez aussi un mouvement très important en fait qui a été celui de la croissance en fait des coopératives forestières. Et donc, les coopératives forestières font du conseil, mais sont aussi dans une forme d'intégration verticale où elles font aussi également de la plantation, de la pépinière, mais aussi donc de l'exploitation. Quand on est sur le deuxième package, là, vous avez un certain nombre d'acteurs de l'industrie, mais vous avez aussi à droite la FNEDT, là, donc la Fédération nationale des entrepreneurs des territoires. Et donc là-dedans, eh ben, on a des entrepreneurs qui sont des entrepreneurs le plus souvent en fait individuels, et parmi ceux-là, ce sont les entrepreneurs de travaux forestiers. Euh, Sur la manière en fait dont la filière en fait présente euh, ces activités, on peut le voir par les flux de bois. Euh, et donc, bon, je vous ai dit ce schéma qui vient d'un rapport qui s'appelle Les Contes de la forêt française, qui est assez peu lisible, mais je pense que justement c'est l'idée. Euh, il y a trois grands compartiments, malgré tout, en fait, qu'on considère comme étant le bois d'œuvre en premier, donc c'est 20 millions de mètres cubes, et ça se produit d'abord les sillages. Vous avez ensuite les bois d'industrie,
à peu près 10 millions de mètres cubes, qui font donc les panneaux bois et la pâte à papier. Et puis vous avez derrière le bois énergie, où on est en principe aussi sur une dizaine de millions de mètres cubes aussi. Et alors tout ce petit monde-là produit des produits connexes qui vont être aussi réutilisés d'une certaine manière dans un certain nombre de process. Si je continue le schéma vers ce qu'on appelle l'aval, eh ben, les trois grands produits, là, les sciages, les panneaux bois et la pâte à papier, sont aussi utilisés dans un certain nombre de débouchés, et avec derrière, vous avez donc un certain nombre d'acteurs et d'emplois. Et puis, donc, bah, le schéma est assez complexe aussi, mais d'une certaine manière un peu trompeur, hein, parce que tout ça vous envoie vers la droite, vous voyez là, le vert, là, les déchets bois, et donc ça donne l'impression que c'est une sorte de puits, alors que ces déchets bois sont très très fortement réutilisés aussi dans un certain nombre de processus industriels. Ce qui change énormément la donne euh, par rapport à à la manière dont cette filière bois en fait se projette en fait dans le futur, c'est le statut des écosystèmes forestiers. Et depuis une quinzaine d'années, en fait, on a des dépérissements qui sont très fortement observés sur le territoire métropolitain. Donc là, vous avez une petite carte à gauche là, qui vous montre ça. Et je vous montre aussi, toujours dans ce rapport-là, les comptes de la forêt française en fait, de 2007 à 2022, vous avez une progression assez nette dans les flux de bois sur pied, en fait, du violet là. Et donc ça, le violet, c'est la mortalité naturelle. Et donc cette mortalité naturelle, enfin, naturelle entre guillemets, fait qu'on a donc un bilan net, là, donc le flux annuel net, ce que vous avez en violet, qui a très fortement baissé. Et donc un puits de carbone forestier très très fortement affecté. Alors, quelle réponse en fait par rapport à ça? Une partie des membres de la filière euh, est sur un discours très proactif en disant voilà, il faut favoriser une sylviculture active. Et donc ça, c'est une interview croisée en fait entre le directeur général en fait de la grande coopérative forestière qui s'appelle Alliance Forêt-Bois, et puis le représentant donc la FNEDT, là, donc un représentant des entrepreneurs de travaux forestiers. Et donc, bon, la punchline, vous l'avez un peu, là, si vous ne faites rien, dans 50 ans, vous ne vous prendrez plus en forêt, mais dans une steppe. Et donc derrière, il y a une volonté d'activer fort la gestion et de remplacer aussi donc, une partie des peuplements qui sont considérés comme en mauvais état, dépérissants ou en impasse sylvicole. Alors, derrière, il y a des packages qui sont donc favorisés plus que d'autres. Euh, Là, je vous donne en fait quelques chiffres. En fait, dans un programme qu'on a pu étudier, en fait, il y a une grande majorité en fait de ce qui était identifié comme des forêts sous-exploitées ou dépérissantes, qui était converti en peuplement résineux. Quand on met des labels en fait bas carbone sur des projets forestiers, pour l'essentiel, ce sont des projets de plantation. Et les plantations en fait avec des résineux, elles ne sont pas non plus n'importe où. Quand on regarde les grands propriétaires, ces futaies de résineux en fait occupent une place qui est beaucoup plus importante. Alors évidemment, ça, c'est ce discours en fait de la sylviculture active est contesté par une partie de du monde forestier et notamment aussi des scientifiques. Et donc il y a un débat, mais qui se joue notamment en fait sur celui en fait de la science et de la recherche. Donc là, je reviens par exemple à cette association Canopée. Quand le syndicat des propriétaires forestiers, la France Sylva, en fait, a fait une brochure en fait sur les idées reçues sur la forêt et le bois, Canopée a souhaité répondre. Alors, mais, eux disent voilà, en disant voilà, nous voulons réarmer le débat par la science. Parce qu'effectivement, il y a un certain nombre de résultats récents qui conduisent
à dégonfler une partie des promesses en fait de ce que pourrait être une stratégie plus intensive en fait pour la forêt française. Baptiste, excusez-moi, Ouais, ouais, je vois, il va nous rester à peu près un quart d'heure pour les échanges. Il y a des questions qui sont posées. Est-ce ouais, qu'éventuellement vous aurez une dernière diapo à nous présenter qui vous semble importante avant de basculer sur le temps d'échange? ouais. Ou Je est-ce que vous vais voulez aller qu'on continue tout directement de à la suite sur fin. les échanges? Ouais, je vais aller directement à la Voilà. fin. Je finis là-dessus et Ok, je vous laisse ouais, conclure et ensuite on ouais. bascule sur les Ouais, ouais, échanges. ouais, pour Merci qu'on ait du temps beaucoup. d'échange, bien sûr. Ok. Euh, alors, donc j'ai été trop long, mais on va pouvoir échanger pendant le quart d'heure qui nous reste. Ce qui me semblait important de commencer en fait à vous montrer, c'est qu'on est on est sur une configuration où on est quand même très largement sur un débat interne qui traverse notamment les communautés scientifiques, forestières, euh, qui traverse donc du coup des représentants de la filière. Et derrière ce débat forestier, qu'on pourrait donc lire de manière simple par des mobilisations et des contre-mobilisations, en fait, ben, on n'est pas sur une simple opposition entre des sachants forestiers et des populations citadines, pour le dire vite, des pimpins qui n'y connaissent rien. Pour autant, il y a un certain nombre d'angles morts en fait dans ces débats-là, et la question du travail en forêt, et notamment de la mécanisation, c'est une clé pour comprendre aussi ces évolutions, ces clivages et ces incompréhensions aussi. Il y a des antagonismes qui sont réels au sein du monde forestier, qui sont insuffisamment documentés, notamment sur le partage de la valeur, donc notamment du côté des entrepreneurs de travaux forestiers par rapport à la valeur de la filière. Il y a un certain nombre de faux semblants aussi. C'est-à-dire il y a une supposée hiérarchie des usages entre le bois d'œuvre, le bois d'industrie et le bois énergie, qui en fait n'est pas si net que ça et qui est souvent bien drivé en fait par les prix et par des formes d'alliance d'une certaine manière en fait entre les énergéticiens qui sont maintenant très présents et puis des représentants, enfin, une part assez importante de la filière. Il y a des larmes de crocodile aussi autour du maintien des petites scieries et de leurs évolutions. Il y a des verrouillages sociotechniques qui sont donc présents à différents niveaux. Alors au niveau de l'exploitation, au niveau de la mécanisation, bon ça j'ai pas pu vous le montrer, mais on peut en parler si vous voulez, mais aussi au niveau de l'aval. Et en fait, ils ne sont pas si simples que ça en fait à dépasser. Derrière, il y a des injonctions qui sont contradictoires. En fait, c'est que les pouvoirs publics voient un certain nombre de- d'effets d'effets indésirables en fait d'un certain de grands processus, mais pour autant les ont quand même soutenus. Donc voilà, donc il y a eu des mécanisations de certains massifs en fait qui se sont faites au moment des crises, et il y a aussi un soutien qui reste encore massif en fait au bois énergie et qui déstabilise en fait une partie des autres acteurs. Et je finis donc là-dessus. Euh, il y a pour les pratiques alternatives en fait en matière de gestion forestière, en matière euh, aussi d'aval. Il y a une question de pouvoir en fait faire exemple, de pouvoir en fait massifier, mais sur le fait que ça ne marche ou ça ne marche pas, on est là pas sur une question qui n'est pas que technique, mais qui est donc très sociopolitique. Voilà. Je Bien, m'arrête merci donc là. beaucoup. Merci beaucoup, Baptiste, pour cette présentation. Oui, on a bien compris, il y a pas mal d'éléments, mais peut-être qu'on y reviendra rapidement. Ce que je vous propose, je vais vous poser différentes questions. Avec Delphine, on a identifié plusieurs points à vous Mhm. relayer. Je vous propose d'y apporter des réponses rapides parce que le temps, là, il nous reste à peu près un quart d'heure. Ouais, ouais, Première question, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet. Vous êtes chercheur à INRAE. oui. Quel est en gros le regard des chercheurs sur les coupes rases, sur les actions qui sont conduites par Canopé? Et si je vous pose la question, c'est que Canopé se revendique d'être la parole de la science ou de s'appuyer sur de la science. Je m'appuie sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Voilà, donc quel est votre regard par rapport à ça?
Alors oui, donc les coupes rases, je ne voulais pas forcément aller sur ce sujet-là en particulier, mais effectivement, en fait, Canopé, en fait, euh, est sur une critique de la coupe rase qu'il considère comme le symptôme, en fait, de ce qu'il considère comme voilà, des orientations de la gestion qui pour eux sont critiquables. Pour autant, personne ne nie que enfin, en France, ça représente des petites surfaces, hein, voilà. Mais c'est bien sûr cette question de ce que ça représente et sur le mouvement aussi que ça accompagne. C'est que parfois, en fait, les coupes rases sur des peuplements qui sont identifiés comme dépérissants ou comme en impasse, etc., souvent, c'est pour mettre quelque chose à la place. Et quelque chose à la place est quand même bien souvent de la plantation résineuse, alors du douglas ou du pin, par exemple, et donc sur des modèles qui ont donc des fragilités. Euh, alors, pour répondre sur mes collègues, là, je vous mets une petite diapositive. Euh, en fait les communautés scientifiques reproduisent aussi en interne toute une partie de ces débats. Là, je vous ai alors, la tribune dans le monde, c'est une forme qui a été pas mal utilisée par une partie de mes collègues en fait depuis 5 ou 6 ans. Bon, il y a aussi des attentes en face sur la forêt comme sujet. Euh, mais donc là, en fait, ce que vous voyez sur la diapositive, c'est à gauche en fait une tribune qui est signée notamment par des collègues d'un laboratoire voisin en fait à Bordeaux là qui s'appelle Biogeco. Donc c'est des écologues forestiers notamment, mais qui font des choses assez différentes. Bah, les débats qu'ils ont en interne en fait dans ce labo en fait Biogeco en fait bah, ressemblent beaucoup en fait à ce qui se joue aussi dans le débat forestier en fait en France. Donc voilà, donc j'ai une partie des collègues en fait pour dire la forêt nordaise n'est pas l'horreur écologique que décrivent certains. D'autres se positionnent sur euh, d'autres sujets. Euh, est-ce que j'ai suffisamment répondu? Oui, oui, et dans le contexte on va dire, de changement climatique, il y a deux questions qui vous sont posées. Hélène vous pose la question, finalement, chaque arbre n'est-il pas à défendre dans ce contexte de réchauffement climatique et d'effondrement de la biodiversité? Et puis, du coup, est-ce qu'il vaudrait mieux pas prendre en compte la plantation d'espèces qui seront plus compatibles avec un climat plus chaud dans les prochaines décennies? Voilà, toujours en lien avec la restauration des forêts par la plantation de nouveaux arbres. Hmm. Ouais, ouais. Euh, Bah, là, en fait, là, il y a un certain nombre de lignes de clivage, en fait, qu'on va trouver en forêt, qu'on va trouver aussi en contexte plus urbain, par exemple. Euh, et il y a beaucoup de désaccords d'abord sur ce qui peut se produire. Par exemple, en fait, il y a des désaccords assez forts sur le statut du hêtre, par exemple. Donc le hêtre, est-ce qu'il est condamné en fait à l'horizon 2050 ou pas? Bah, si on en croit un certain nombre de modèles, mais du coup, qui sont faits d'une certaine manière, oui. Si on considère en fait la, la réalité en fait de la dynamique de ces peuplements avec d'autres approches, on est sur un constat qui est beaucoup moins apocalyptique en fait. Donc voilà, donc il y a des vrais désaccords en fait mais du coup entre mes collègues aussi, hein, sur les modèles qu'on utilise et sur la manière dont on leur fait confiance aussi pour se projeter sur l'avenir. Évidemment, la question n'est pas d'être sceptique ou pas sur le climat, mais par contre, après, sur les projections sur les espaces forestiers et sur la manière dont le mélange en fait, forestier et le maintien en fait, d'une ambiance forestière, par exemple, dans les peuplements, en fait, peut être une assurance contre les effets du changement climatique, sur la manière en fait, dont des processus d'adaptation locale peuvent être une assurance aussi, et ben, voilà, là, il y a des désaccords un petit peu là-dessus. Alors après, donc oui, donc là j'ai beaucoup de mes collègues en fait qui se posent des questions sur la substitution en fait d'essence. Euh, il y a plusieurs lignes de fracture là-dessus.
Un arbre en fait qui est très candidat en fait, enfin qui se débrouille très bien dans un certain nombre en fait de scénarios, c'est le pin maritime. Parce que donc il résiste très bien en fait à des sécheresses en été. Il se satisfait en fait de conditions stationnelles en fait qui peuvent être très difficiles. Et donc, c'est un très bon candidat. Mais sauf que bah, il a ses fragilités. Et ça, malheureusement, on en a eu la confirmation en fait depuis quelques jours en fait, on a eu donc l'arrivée du nématode du pin, alors, qui était attendu, craint depuis des décennies en fait, mais qui finit par arriver sur le massif landais. Et donc, on rentre vraiment dans une inconnue fondamentale, en fait, donc il y a X mesures de protection, etc., enfin pour contenir au mieux, en fait, cette arrivée d'une méthode, là, mais c'est une source de fragilité qui est fondamentale, en fait. Une autre ligne de fracture, c'est sur la question, en fait, des espèces introduites, en fait. C'est jusqu'où on va chercher des espèces non locales, entre guillemets. Et là, de ce point de vue-là, bah, il y a un certain nombre d'essences en fait qui sont bah, mises dans des listes en fait par certains forestiers, certains scientifiques aussi, et qui le sont beaucoup moins en fait par d'autres. Euh, voilà. J'ai Concernant peut-être les une. engagements. Je Ouais, crois- vas-y, Vincent. Oui, voilà, j'ai une question. C'est vrai qu'en vous écoutant, on a l'impression, on voit une situation ou des situations de blocage. Et si on comprend bien, c'est que derrière les représentations de la forêt, mais vous l'avez dit, il n'existe pas une forêt, mais des forêts. Et Mhm. ces représentations, elles sont pas du tout les mêmes. Moi, la question que j'ai envie de vous poser, Baptiste, c'est comment est-ce qu'on peut dépasser ça? Est-ce qu'il y a des territoires où on arrive à faire dialoguer, construire un projet de forêt au singulier ou au pluriel? Est-ce que on voit ça? Est-ce qu'il y a eu des expérimentations de fait? Alors oui, des initiatives, il y en a dans un certain nombre de contextes. Elles ne sont pas toujours partagées par tous. Euh, le, comment, comment vous répondre au mieux? Parfois, ouais, Après, si ça peut une vous manière de éclairer, répondre, en je fait, veux c'est bien, que ouais, yes. Ouais. selon les grandes régions forestières, euh, les, euh, les, euh, les configurations peuvent être quand même plus ou moins conflictuelles. C'est-à-dire que si on s'éloigne un petit peu des hauts lieux de contestation, en fait, de l'orientation des forêts, moi, typiquement, que ce soit le Morvan, le plateau de Mille Vaches ou certaines zones en fait où il y a de l'extension du pin. Euh, la configuration en fait entre les habitants et les acteurs de la filière n'est pas aussi euh, chargée d'incompréhension. Ce qui joue aussi beaucoup en fait dans le Grand Est par exemple du territoire métropolitain, c'est que les dépérissements sont assez massifs aussi. Et donc là, il y a ce statut en fait des forêts, d'épicéas malades, scolytés, etc., qui interpelle et qui donne des configurations qui sont un petit peu différentes. Euh, pour autant, sur si on va sur l'aval, parce qu'il y a un certain nombre d'initiatives en fait collectives en fait qui sont portées par des acteurs en fait très divers. Par exemple, une forme qui se développe, c'est celle des groupements forestiers citoyens. Donc là, ça va être des gens qui se regroupent pour se partager en fait un titre de propriété en fait sur une forêt. Donc ça, c'est des choses qui se développent, en fait, qui sont étudiées par une partie de mes collègues ici à ETIS, hein, notamment mon collègue Philippe Defic là, et mon collègue Vincent Banos. Ce qu'ils observent, c'est aussi quand même une très forte diversité en fait des approches et des manières dont ces solutions en fait sont portées. Vous avez d'un côté en fait des, euh, ouais, des formes qui sont très altères, on va dire, hein, du côté du réseau des alternatives forestières, et puis de l'autre, en fait, des formules
qui promettent un retour sur investissement, un taux de rentabilité, etc. Et donc des choses qui sont quand même beaucoup plus compatibles avec une forme de capitalisme vert, entre guillemets. Donc pour vous répondre, en fait, voilà, on a une diversité de réponses et de formes des alternatives et de formes de mise en compatibilité avec du capitalisme vert. Ce qu'on voit aussi, c'est que du côté des acteurs un peu de l'alternative, en fait, l'aval était un petit peu un angle mort. Et donc, il y a beaucoup de monde en fait qui se réintéresse beaucoup en fait à ce qui se passe du côté de la transformation, du côté des scieries. Mais voilà, c'est un chemin euh, qui n'est pas fait, enfin qui est en cours de- qui est en cours. Voilà. Il y a eu 2 questions qui ont été posées en lien avec la réglementation et le droit. Donc je vous les relais également, Baptiste. Mhm. Dans quelle mesure elle oriente aujourd'hui les choix, ou justement elles interfèrent ou avec toutes ces situations qui sont rencontrées sur les territoires? Incompréhension, blocage. Comment intervient la réglementation, par rapport à ça? Euh, Bah, la réglementation n'est pas forcément si forte que ça. C'est-à-dire que euh, sur la forêt privée, une part quand même non négligeable en fait de la forêt privée en fait n'a pas de document de gestion. Donc du coup se passe aussi dans une certaine alors ça permet aussi, enfin, voilà, dans une certaine absence de contrôle. Bah, ce qui permet aussi, alors ce qui d'une certaine manière, en fait, pour la filière, fait qu'il y a, vous avez un certain nombre de dynamiques qui sont un petit peu sous le radar, d'une certaine manière, avec des choses qui peuvent être très variées, d'ailleurs. Et donc, on a des propriétaires dits inactifs, en fait, qui ne sont pas forcément désinvestis, qui peuvent faire un certain nombre de choses autour de services écosystémiques, d'autoconsommation. Donc, il y a un certain nombre de choses qui sont là-dessous. Euh, Maintenant, oui, non, l'activité forestière n'est pas si réglementée que ça. Par contre, l'action publique en général dépasse le seul réglementaire. Il y a des instruments d'action publique qui orientent beaucoup en fait les débats. Il y a des soutiens. Euh, Typiquement, la mécanisation a été subventionnée pendant un moment. Donc forcément, si on fait ça, on ne fait pas autre chose. On l'a fait pour de très bonnes raisons, qui étaient celles de réduire les risques en forêt et et de gérer des crises, qui étaient celles liées aux tempêtes, mais ça a aussi orienté le système vers un certain nombre de verrouillages sociotechniques. Merci. Et je vois en parallèle un message qui est posté, le Foreg sur le site de l'IGN ou sinon sur le site de la forêt privée. Il y a des indications sur cette question réglementaire, Oui, justement, très bien, notamment Forêt, pour oui, les oui, très bien. propriétaires. Voilà. Baptiste, il est 18 h, donc c'est le moment de vous remercier. Merci beaucoup pour votre contribution. Une question est ressortie. Est-ce que vous nous enverrez votre diaporama, que l'on puisse, dans le MOOC en tout cas, pouvoir donner accès? Il y a des diapos qui ont été valorisés, d'autres moins. Enfin voilà, si on Oui, pouvait retrouver effectivement. certains supports, ce serait apprécié. Voilà. Oui, on peut Bon, faire ça. Voilà, et puis bon, merci. beaucoup souhaiteraient avoir effectivement des tableaux de Ouais. données, des références réglementaires sur les forêts et éventuellement des chiffres détaillés, par exemple des exportations de bois. Donc éventuellement, voilà, pour satisfaire toutes ces demandes, si vous pouvez nous transmettre tout ça, nous relayerons ensuite sur D'accord, le portail du MOOC. D'accord? très Voilà. Et bien. pour terminer, notre prochain rendez-vous. Alors, ça a été un petit peu discuté, mais on aura le plaisir d'accueillir, et vous pouvez déjà noter la date, ce sera le jeudi 18 décembre. Nous accueillerons Philippe Sier, qui est chercheur au CEA et qui a beaucoup travaillé sur le puits de carbone des forêts françaises. La question qu'on se Mhm. pose, c'est comment se comportent ces forêts, justement. Est-ce qu'elles vont continuer à capter du carbone ou pas? Quelles sont les dynamiques et quelles sont les projections par rapport à ce sujet? Ça aura valeur un petit peu de direct de fin de session. Ce sera juste avant Noël. Nous espérons vous y retrouver nombreux. Et Baptiste, merci encore pour cette présentation et je dis à toutes et tous à très bientôt et très bonne fin de journée. Ouais. Merci. Merci, au revoir.
Merci, au revoir.